Quand j'avais mes règles, c'est les moments où j'ai pris les plus grandes décisions de ma vie, soit changer de travail, soit changer de mari, soit d'aller vers mes rêves. C'était pendant mes règles. Pourquoi ? Parce que c'était la grosse descente dans l'émotionnel. Je pleurais et je me posais la question de qu'est-ce qu'est ma vie, quoi, aujourd'hui. Et ben la ménopause, ça a été pareil. Vous allez peut-être déprimer un peu, mais au bout du compte, cette déprime, elle est vitale. Je cuisine pas. C'est pas un plaisir pour moi de cuisiner. J'ai fait semblant. Aujourd'hui, j'assume. Je cuisinerai pas. Si nous-mêmes, on réalise pas nos rêves, alors nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur transmettre ? La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Alors, c'est parti ? C'est parti. Bonjour Marjorie. Bonjour Aude. Je suis ravie que tu sois là chez moi ce matin. Tu es cofondatrice de The Artist Academy. Tout à fait. Qui est mon sponsor en ce moment. Ouais. Et donc, tu vas nous parler de ça et de l'Académie d'écriture, mais surtout, tu vas nous raconter un petit peu comment ça se passe et comment ça s'est passé pour toi à la ménopause. Tu as maintenant... 52, bientôt 52 ans. 51 ans, alors, on va dire. Bah écoute, je te laisse te raconter comment ça s'est passé. Ouais, alors, moi, j'ai été ménopausée très jeune. Enfin, je ne sais pas si c'est très jeune, mais en tout cas, à 47 ans, préménopausée. J'ai eu finalement beaucoup de mal à le savoir. Je commençais à avoir quelques changements, mais comme je prenais une pilule en continu, je ne savais pas que j'étais préménopausée jusqu'à ce que je fasse un test. Et là, j'ai vu que j'étais déjà en préménopause et puis ménopausée à 50 ans. Donc à 47 ans, tu as commencé à avoir des symptômes, mais ils sont très masqués en général par la pilule. Ils sont adoucis. Alors, j'en sais rien, figure-toi, mais moi, j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur, j'ai commencé à être un peu plus fatiguée, voilà. Donc, sécheresse vaginale pour aller dans le détail, tout ça. Donc, j'ai senti quand même mon corps bouger, changer, et c'est pour ça que j'ai demandé à faire un test. Et effectivement, bingo, j'étais dans la préménopause. Quand tu dis 47 ans, ça n'a rien de jeune. Hein. C'est l'âge normal, en fait, des premiers symptômes pour beaucoup de femmes. Bien sûr, il n'y a pas de norme, mais... Alors, beaucoup, je sais pas. Moi, ma maman a été ménopausée beaucoup plus tard. Donc, et d'ailleurs, c'est elle qui m'a dit, mais c'est jeune quand même. On adore les mamans pour ça. Donc, non, pour moi, c'était très, très jeune. J'y pensais pas du tout, en fait. Donc, quand je dis très jeune, c'est que j'étais pas du tout là-dedans. C'est ça, c'est que t'étais pas prête. Alors, j'étais pas prête, j'étais pas dedans, j'avais juste ma mère qui m'avait expliqué, la seule chose qu'elle m'a transmise, mais c'est tu vas voir, tu vas prendre du ventre, quoi. Et en fait, à part ça, je savais rien de la ménopause, je m'étais pas renseignée, c'était un petit peu le truc, bon, on verra plus tard, et puis surtout, je veux pas me mettre dedans. Psychologiquement, j'étais pas prête, quoi. Donc, ça t'a fait un coup de massue, comment tu l'as vécu ? Alors, finalement, je l'ai pas si mal vécu, je l'ai mieux vécu que mes 50 ans. Finalement, parce que j'ai très mal vécu mes 50 ans, le passage de la cinquantaine. Et la préménopause, non, parce que ça s'est fait finalement en douceur. Donc, commence à avoir les bouffées de chaleur, c'est quand même pas super agréable. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Mais voilà, ça s'est fait. J'ai géré. J'ai eu tellement la trouille de grossir parce que j'avais tellement entendu ma mère que mon corps allait changer, que c'était une hantise pour moi. J'avais galéré pour perdre des kilos après ma grossesse. Donc, ça a toujours été, je suis une hyper contrôlante sur le poids. Donc, ça a été mon angoisse totale, finalement, plus que les autres symptômes. Du coup, je suis allée voir une naturopathe tout de suite et je lui ai dit, il n'est pas question que je prenne du poids. Donc, elle a revu toute mon alimentation. Alors, je mangeais déjà pas beaucoup. Mais alors, je me souviens très bien d'être sortie de la naturopathe en pleurs. C'est-à-dire que là, j'avais l'impression de plus avoir le droit à rien. C'est-à-dire vraiment plus de sucre, plus d'alcool, plus aucun plaisir quoi dans la nourriture. Quand j'ai suivi le programme d'1 an, hein, donc j'ai fait du 0 sucre pendant 1 an, j'ai suivi tous ces conseils et puis finalement j'ai effectivement pas grossi, j'ai effectivement, je pense aussi aidé à amoindrir les symptômes.
Je pense que l'alimentation et les compléments alimentaires m'ont malgré tout aidé dans tous les symptômes qui auraient pu être peut-être plus importants, je sais pas. Mais t'as repris parfois un peu le sucre ou l'alcool ou t'es toujours Alors à ça y est, zéro? j'ai repris. Non, j'ai repris. Mais par contre, je sais, je connais les limites. Donc si je reprends 3 jours après, j'arrête. C'est-à-dire que je fais hyper attention. Et je prends très très vite. C'est-à-dire que, alors je sais pas si c'est la ménopause, je sais pas si c'est la cinquantaine, je sais pas si c'est le vieillissement. En fait, finalement, on sait pas. Est-ce qu'il y a un âge où à un moment donné ça bascule? J'en sais rien. Mais c'est sûr que je prends très très vite. Je récupère pas comme ça le corps que j'avais avant. Il y a effectivement la prise de poids qui est un sujet, en tout cas un besoin de contrôler, de ne rien lâcher, ça c'est sûr, en tout cas moi. Est-ce que je peux te poser une question à côté? Est-ce que tu le travailles avec un psy, ça, ce sujet de ton corps? Ah, tu veux dire que c'est trop obsessionnel? Moi, c'est ce que je ressens Ah. quand je t'écoute, donc je veux savoir ce que tu en fais. Peut-être. Alors moi, je me sens plus belle. J'ai été beaucoup plus grosse. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je reviendrai dans la peau de ce que j'étais à 35 ans. Mon rêve, c'est, mais vraiment, ça peut paraître bête, mais c'est d'aller dans un magasin et de pouvoir choisir n'importe quel vêtement. J'adore m'habiller, j'adore être féminine, et ça fait partie de mon plaisir. Donc non, je l'ai pas travaillé parce que je me sens mieux dans cette peau de femme mince. Je me suis posé la question du vieillissement en me disant il va falloir que j'aille voir quelqu'un pour accepter le vieillissement, mais le poids, je me suis pas posé la question. Je préfère m'abstenir. Je fais juste attention, hein. C'est juste que quand je me lâche pendant 3 jours, ce que j'ai fait à Pâques, je fais attention pendant 3 jours et je repère, quoi. Ça fait écho à un épisode qui est sorti il y a pas longtemps du tout avec Géraldine Dermois, qui a un point commun avec toi, c'est qu'elle est rousse. Elle a aujourd'hui 47, 48 ans et elle dit comme toi, elle dit moi j'ai besoin d'avoir un corps mince. Je m'en fous de ce qu'on dit sur le patriarcat, sur les dictats. J'ai décidé pour moi-même que c'était ça dont j'avais besoin pour être bien dans mon corps et pour l'habiter de façon sereine et heureuse. Et donc oui, je vais tout faire pour contrôler mon poids et c'est ça qui est important pour moi à la ménopause. Et elle s'est pris un backlash sur les réseaux sociaux quand j'ai publié ça. Parce que les gens lui ont dit mais c'est pas ça la ménopause, c'est pas ça le sujet, tu passes à côté du sujet. Si c'était que le poids, c'est pas ça la transformation du moment et les inconforts du moment. Et j'ai trouvé que ce qu'elle disait, c'était ce qu'elle disait pour elle en fait, qu'elle n'était pas là pour parler pour les autres, elle ressentait ça et moi je me retrouvais tout à fait dans ce qu'elle disait, dans ce besoin d'habiter un corps qui ressemble à ce dont tu as envie. Alors peut-être qu'on est totalement conditionné par la société, mais soit le résultat, il est là, on a besoin de vivre comme ça, et ben on le dit, quoi. Alors, conditionné par la société, certainement. Après, moi, j'avais mon histoire personnelle, c'est que j'avais un ex-mari qui aimait les femmes avec des formes. Donc, qui m'a empêchée, en fait, d'être dans mon corps rêvé, dans celui dans lequel je sais que je suis bien. Et donc, j'ai pris du poids pour lui parce que il ne regardait que les femmes plus rondes. Et je sais que ce n'était pas moi. Donc, je comprends qu'on pense que c'est hors sujet. Pour moi, c'est pas hors sujet du tout. Je veux dire, je me sens pas bien quand je suis pas dans le corps qui me convient moi. Mais c'est l'image de moi avec moi-même parce que il y a beaucoup de gens qui me disent ah t'es trop maigre ou t'étais beaucoup mieux avant, t'avais plus de poitrine, plus de forme à la Marilyn Monroe, etc. Donc et finalement j'étais peut-être un peu plus sexy avant et j'attirais beaucoup plus le regard des hommes avant. Mais moi, je me sentais pas bien. Donc, je pense qu'il faut être aligné avec soi-même. Moi, plus je vieillis, justement, je pense que l'intérêt de vieillir, c'est un peu la sagesse et de se réaligner avec ce qu'on est profondément et d'arrêter d'écouter les autres, d'arrêter d'écouter son mari, d'arrêter d'écouter sa famille et de dire, c'est pas votre sujet à vous. Moi, traitez vos problèmes. Moi, j'essaie de traiter le mien. Je sais que moi, c'est comme ça que je me sens le mieux. Par contre, le vieillissement, je pense que c'est aussi un sujet. Et là, je suis en train de le travailler en développement personnel pour accepter l'âge. Accepter l'âge, c'est quoi? C'est super dur. Accepter l'âge, c'est accepter de voir son corps vieillir. La ménopause, pour le coup, fait vieillir beaucoup plus vite. La peau, il y a plus du tout la même élasticité. Le corps change extrêmement vite. Moi, en 2 ans, j'ai vu mon corps changer. Donc, il faut l'accepter. Il n'y a pas d'autre moyen. Et pour le coup, autant je fais attention à ce que je mange, autant je vais pas faire 3 heures de sport pour compenser le vieillissement de ma peau, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que je fais du sport, je fais du yoga et ça fait partie de ma routine, de mon bien-être. J'ai toujours fait du sport.
mais je le ferai pas à outrance parce que ça prendra du temps sur d'autres choses que j'aime faire. D'abord, j'ai un travail qui me prend énormément de temps, pour lequel je suis passionnée. Et j'ai ma vie familiale, j'ai mes amis, et puis c'est presque une lutte perdue, quoi. Donc, je fais le nécessaire, mais j'ai l'impression que c'est la montagne que j'arriverai pas à gravir. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu aimes pas chez toi? C'est cette peau qui se relâche. Sur le visage ou sur le ventre ou... Alors, sur les cuisses. Sur les cuisses. C'est pas le ventre, c'est les cuisses. C'est les cuisses et évidemment les rides du visage. Moi, pour The Artist Academy, je fais beaucoup de pubs moi-même, donc des vidéos, voilà. Donc, je l'ai pas demandé. Hein, c'est ma responsable de com qui a mis d'elle-même un filtre. Je l'aurais pas demandé parce que du coup, je me retrouve pas forcément à l'image. Mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir de pas avoir ces rides tout le temps sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir. Moi, je suis tout le temps en visio. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de voir son image. Donc, ce que je fais, c'est que je me regarde beaucoup moins qu'avant. Je suis beaucoup moins centrée, en fait, sur moi. Donc, le matin, je me maquille, mais je passe très peu de temps devant le miroir. T'as retiré le miroir grossissant? Non, non, parce que... non, je l'ai rajouté. Non, parce que, en fait, ce qu'on dit pas, c'est qu'il y a aussi des poils qui poussent sur le visage. L'espèce de duvet qu'on voit pas forcément, parce que forcément, la vue baisse. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que finalement, c'est bien fait. Sauf que le jour, moi, je me suis fait opérer des yeux. Et le jour vraiment où je me suis fait opérer, j'ai découvert des poils sur le menton que je n'avais jamais vus. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais personne me l'a dit. Et en fait, il y a tout ça qui arrive en même temps. Et du coup, non, j'ai remis le miroir grossissant, mais il est tellement grossissant qu'à la limite, je regarde que le poil pour l'enlever, quoi. Je regarde pas tout le reste. Je me suis évidemment posé la question des injections. J'ai plein de copines qui le font. Aujourd'hui, je refuse, mais je suis pas contre. En fait, je trouve que c'est la chirurgie esthétique pour quelqu'un qui a des complexes. Je vois pas pourquoi on est contre, en fait. Moi, je pense qu'il faut se lever le matin et être bien avec son corps, avec son visage, avec ce qu'on est. Si on doit passer par les injections, on passe par les injections. Ou si on doit faire une analyse pour essayer de ne pas passer par les injections et d'accepter, on passe par une analyse. Mais ça ne se fait pas tout seul. En fait, je pense qu'il y a un moment où il faut demander de l'aide, peu importe ce que c'est, mais il faut se sentir bien. Il faut se sentir bien parce que, en fait, ce qui est merveilleux dans les 50 ans, il y a tout le reste qui n'est pas top, mais ce qui est merveilleux, c'est que on a des enfants, enfin moi j'ai une enfant de 22 ans, une fille de 22 ans. On commence à avoir le temps de vivre sa vie, à se poser aussi les bonnes questions. Tu veux dire que tu l'as plus sur le dos, t'as plus à t'occuper d'elle, t'as du temps? Alors, j'ai plus à m'occuper d'elle. Moi, c'est particulier mon histoire parce que j'ai une fille qui a fait un burn-out il y a 5 ans et qui s'en sort pas encore totalement. Donc pas m'occuper d'elle, non. Mais je lâche de plus en plus. En tout cas, j'apprends à lâcher aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec ma fille Luna. C'est que, pareil, j'étais trop sur elle, trop sur l'éducation, trop sur les études, trop de pression. Et en fait, elle a sa vie, elle a son corps, elle a son histoire, elle a son vécu. Et qu'on peut pas tout transmettre et tout projeter sur ses enfants. Parce moi, ma fille est en train de me dire... c'est ma vie et je suis pas prête à faire comme toi, quoi. Donc ça aussi, on se le prend. Alors, ça n'a rien à voir avec la ménopause, hein, mais on se le prend quand même aussi dans la figure. Ce que je veux dire, c'est que la ménopause, il y a un moment où... Moi, c'est comme les règles. Quand j'avais mes règles, c'est les moments où j'ai pris les plus grandes décisions de ma vie, chaque fois que j'ai eu mes règles. Alors, ça veut pas dire que je prenais des décisions tous les mois, mais à chaque fois que j'ai pris des décisions qui étaient soit changer de travail, soit changer de mari, soit d'aller vers mes rêves, c'était pendant mes règles. Pourquoi ? Parce que c'était la grosse descente dans l'émotionnel. Je pleurais, je me posais la question de qu'est-ce qu'est ma vie, quoi, aujourd'hui. Et ben la ménopause, ça a été pareil. Et quand j'ai vu cette naturopathe, elle m'a dit, vous savez, faut pas prendre la ménopause comme quelque chose de terrible. Bien au contraire. La ménopause, ça va hormonalement, vous faire poser les bonnes questions. Vous allez peut-être descendre un peu, vous allez peut-être déprimer un peu, mais au bout du compte, cette déprime, elle est vitale parce que vous allez vous rendre compte que peut-être qu'il faut changer des choses dans votre vie. Et moi, j'ai changé des choses, pas mal de choses dans ma vie, mais à la pré-ménopause, j'ai cofondé The Artist Academy qui correspondait aussi à un de mes rêves. Je pense qu'hormonalement, on a la chance, les femmes, d'avoir ces hormones qui nous font aller de up and down. Et le down permet de se poser des questions. Les hommes, finalement, se posent bien moins de questions.
Et nous, ok, on est chiante, ok, on se pose trop de questions, ok, on pleure, ok, on va être excité et puis d'un seul coup pas bien, mais au moins on se pose des questions, on se soigne, et puis on avance. Et je trouve que c'est fondamental. Moi, sur The Artist Academy, on fait pas mal d'ateliers d'écriture en présentiel. Par exemple, avec Eric Emmanuel Schmitt. Et j'ai beaucoup de femmes de plus de 50 ans qui sont, c'est ma cible, hein, aujourd'hui, celles qui viennent me voir et qui rêvent d'écrire un roman depuis parfois l'enfance. Ouais. C'est-à-dire qu'elles attendent 50 ans pour réaliser leur rêve. C'est énorme, 50 ans. Eh bien, elles en sont là. C'est-à-dire qu'elles en sont à j'ai bossé toute ma vie, je me suis occupée de la famille, parce qu'on a cette espèce de mission quand on est aujourd'hui. Malgré tout, moi, je viens d'une génération où il fallait quand même être la working girl, mais quand même la femme au foyer idéale. Enfin, il fallait que je jongle avec tout. Le super-héros qui est bon partout. Ouais, la super-héroïne. C'est-à-dire qu'il n'était pas question que je fasse pas à manger le soir, que je sois pas parfaite, en fait. Et donc, c'est lourd. C'est très, très lourd. À 25 ans, vous le portez. À 30 ans, vous le portez. Il y a les enfants qui arrivent. Donc, vous avez aussi la mission d'être une bonne mère. Vous voulez pas lâcher votre carrière parce que quelque part, votre carrière, c'est quand même malgré tout votre liberté. C'est pas que la passion du travail, c'est la liberté d'être femme indépendante et de pas tomber dans le 100%. Je m'occupe de ma famille. Et donc, moi, je tenais à cette liberté. Et donc, vous êtes superwoman partout, quoi. Mais c'est super fatigant. Mais sur le moment, on le vit pas comme quelque chose de fatigant. Non, mais c'est après. Ouais. Mais sur le moment, non, parce qu'on est superwoman, donc en fait, ça se voit pas. Et en plus, il faut rester sexy, et en plus, il faut rester désirable, et en plus, faut tout, quoi. Et il faut être la maman, mais il faut rester la maîtresse de son mari. Mais tout, on endosse tous les rôles. Moi, je pense que je les ai endossés tous, avec ce souci de perfection, de performance tout le temps. Et au bout d'un moment, mais stop, quoi. On peut plus. Je sais pas si c'est la ménopause, c'est les 50 ans, c'est tout ça. Mais on peut pas. Ça n'existe pas, en fait. Superwoman, c'est une super-héroïne. Elle n'existe pas dans la vraie vie. Donc, à un moment donné, ce n'est pas possible de tout faire. Mais alors, qu'est-ce que tu as lâché de tous les rôles de la super-héroïne ? Alors, je pense que j'ai lâché la femme parfaite et la femme au foyer. Je cuisine pas. C'est pas un plaisir pour moi de cuisiner. J'ai fait semblant. Aujourd'hui, j'assume. Je cuisinerai pas. Et si le soir, alors c'est pas vrai, je cuisine un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que si le soir je rentre du boulot et que j'ai pas envie, eh ben, on se commande, on fait un Uber ou je demande de l'aide. Voilà, c'est pas mon sujet. Après, je préfère gagner plus d'argent et de prendre quelqu'un à la maison, une femme de ménage. Avant, j'ai essayé de tout faire. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai essayé de tout faire. Où il fallait que tout soit tout bien rangé, tout bien. Voilà. Donc, je lâche un peu de choses comme ça du foyer. La maman parfaite, je me suis pris le revers. Hein. Avec Luna. J'ai été parfaite avec Luna et Luna m'a dit, t'es une maman parfaite, sauf que moi, j'ai plein de soucis, j'ai plein de choses à régler. Et en fait, là, c'est le mur. Là, je me suis pris le mur. C'est le plus gros mur que je me suis pris. C'est que, je suis émotive là-dessus, mais c'est que on a beau tout faire bien, on passe à côté de choses. On peut pas tout faire bien parce qu'en fait, on est nous-mêmes avec nos blessures. On croit faire bien, mais en fait, on les fait avec nos blessures. Et puis qu'on n'a qu'une vie et qu'on a aussi besoin de profiter de nous. Et que ça fait partie de nous de réaliser nos rêves. Si nous-mêmes, on ne réalise pas nos rêves, alors nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur transmettre ? Donc, il faut garder du temps pour soi. Et je trouve que 50 ans, c'est le bel âge pour se poser les questions de quoi j'ai rêvé toute ma vie. Moi, je rêvais d'être actrice. Et 40 ans, j'ai tout fait péter pour être actrice. T'as fait du théâtre ou du cinéma ? Alors, j'ai fait les cours Florent parce que mon rêve, c'était de devenir actrice. Donc, j'ai arrêté mon job. Je faisais une super carrière chez Dell. Je gagnais très bien ma vie. Et mon éducation, mon père, ça a toujours été de dire il faut que tu sois indépendante financièrement. Ne dépends jamais d'un homme. Donc, j'avais ça dans la tête, quoi. Jusqu'au jour où ça m'a rattrapée. Et jusqu'au jour où j'ai divorcé, je me suis dit mais si je fais pas maintenant, mais quand est-ce que je vais le faire ? Donc, j'ai fait mes 3 ans de cours Florent. J'ai produit 2 pièces. Donc, j'ai été... j'ai fait 2 ans de tournée à Paris. J'ai réalisé mon rêve. Aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que je l'ai fait. Et j'en ai plein d'autres rêves. Hein. Alors, je reviens sur l'atelier d'écriture. Toutes les femmes que je vois, je leur dis, mais attendez, si vous ne le faites pas maintenant, vous me dites que vous en rêvez depuis l'âge de 5 ans. Vous écrivez depuis l'âge de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et vous en êtes encore aujourd'hui à 52, 55, de vous dire
je me sens pas légitime, j'arrive pas à passer à l'acte, j'ai pas encore le déclic. Et je leur dis, mais si c'est pas maintenant, quand est-ce que ça va l'être? Parce qu'en fait, c'est jamais le bon moment, finalement. Il n'y a pas de bon moment. Jamais. Parce que demain, vous pouvez mourir. Moi, j'ai perdu mon père, il venait d'être à la retraite. J'ai toujours vu mon père bosser comme ma malade. Il a monté des boîtes, je l'ai toujours vu travailler, le stress l'a bouffé. C'était vraiment. Et donc, on a cette culture du travail, de la performance. 2 ans après la retraite, il est décédé d'une crise cardiaque. Donc tout ça pourquoi? Je veux dire, à un moment donné, si vous avez le rêve d'écrire un roman, si vous avez le rêve de devenir actrice, ça ne veut pas dire que vous allez demain être une Sophie Marceau, mais d'être sur scène. Mais faites-le maintenant. Et si votre mari n'est pas capable de comprendre, parce que très souvent c'est ça, Marie a peur, parce qu'il a peur que vous fassiez réaliser vos rêves, faites-lui comprendre ou changez votre vie. Mais je pense réellement qu'on ne peut pas passer à côté de ses rêves. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'on n'a pas le droit de transmettre ça à ses enfants. Moi ma fille, je n'ai pas le droit de lui dire, écoute, il faut que tu ailles mieux parce qu'il faut que tu te réalises. Moi, j'ai toujours dit à ma fille, je veux que tu sois heureuse dans ton job, je veux que tu trouves ta passion, ta voie, etc. Mais en même temps, je lui transmettais la peur qu'elle fasse pas d'études, voilà. Donc, c'était très contradictoire ce que je lui transmettais. Bon, moi, elle a fait tout exploser. Donc, j'ai plus cette peur de me dire, qu'est-ce qu'elle va faire plus tard. Et je me dis, mais il faut qu'elle aille là où son cœur l'amène, quoi. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que d'être aligné. Tu vois, quand je suis arrivée et que je t'ai posé la question du podcast, tu t'es aligné, c'est ce que tu veux faire. Ouais. Je sais pas, on sent les gens. Maintenant, moi, je le sens quand les gens parlent de leur boulot ou de ce qu'ils ont accompli. Quand ils sont alignés avec ce qu'ils font, il y a une douceur et une joie dans la voix et dans le visage qui est totalement différent de quelqu'un qui enferme ses rêves et qui fait pas ce qu'il a envie, quoi. Ouais. Moi, je vais te raconter une anecdote à propos de moi là-dessus. C'est que c'était il y a 3 ans, je pense. J'étais à un dîner d'investisseurs et j'étais assis à côté d'un super entrepreneur. Il me demande ce que je fais dans la vie. Et je commence ma phrase en me disant, ce que je faisais à l'époque, c'était que je faisais de la rénovation immobilière à impact. De la rénovation immobilière bas carbone. C'est super, hein? Rien à voir. Mais c'est super, ça a non, quand même un impact. Exactement, voilà. Et donc, je lui dis, moi, j'ai la chance de travailler sur ces sujets-là, etc. Et il m'arrête, il me dit, si tu aimais vraiment ce que tu faisais, tu l'aurais pas formulé de cette manière-là. Le j'ai la chance, c'était en trop. Et il l'a perçu. Et il m'a dit, je pense que là, il faut que tu commences à réfléchir à la suite. Continue ce que tu fais, c'est très bien, c'est super. Mais crée-toi un espace mental pour réfléchir à ce qui pourrait être vraiment toi. Il a tout déclenché. Mais ouais. Moi, j'adore. Et c'est ce que j'aime dans le métier aujourd'hui que je fais chez The Artist Academy, c'est qu'on voit des gens s'épanouir. Les gens qui viennent chez nous, ils viennent réaliser un rêve. Ils viennent que pour ça. Donc, que ce soit l'écriture, que ce soit l'acting, que ce soit on a la musique, etc. Ils ne viennent que pour ça. Et c'est pour ça qu'on dit que The Artist, on est vraiment là pour faire en sorte que les gens réalisent leurs rêves avant qu'il ne soit trop tard. Alors, ça peut paraître dur comme baseline. On s'est bien posé la question quand on l'a écrite. Mais moi, c'est ce que je ressens. Enfin, encore une fois, quand on s'est posé la question de cette baseline et de dire, mais c'est quoi notre mission chez The Artist Academy? Moi, j'ai repensé au décès de mon père. Je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est avant qu'il soit trop tard. Vous ne savez pas comment ça va évoluer. Et il ne faut pas mourir avec des regrets. Il faut tenter les choses. Et en fait, les gens qui viennent chez nous, c'est ça. Mais avec la peur au ventre. Ils viennent chez nous avec la peur au ventre. C'est-à-dire la peur de ne pas être légitime. La peur du regard de la famille. Sur le fait de quoi? De dépenser autant d'argent, de prendre autant de temps, de casser la routine? Je pense que c'est tout ça. Dépenser d'argent, je ne sais pas. Je pense que c'est du changement, la peur du changement. Très souvent, quand les gens viennent et nous disent, voilà, moi je rêve d'écrire un livre, mais j'ai commencé à l'écrire, mais je l'ai planqué au fond d'un tiroir parce que franchement, je ne sais pas si ma famille va apprécier. Alors, quand c'est autobiographique, c'est un vrai sujet. Parce qu'il y a des gens qui se disent, mon mari va se reconnaître dans le personnage que j'ai peut-être écrit, il va certainement mal le prendre. C'est un peu comme le journal intime qu'on n'a pas envie de faire lire parce que les gens vont le prendre mal, quoi. Donc, il y a ça, il y a ce côté, je me livre quand même dans un livre. Alors que ce soit autobiographique ou autre, il y a quand même toujours une part de vérité. Nous, on travaille avec notamment Douglas Kennedy, qui lui, va vraiment chercher son inspiration dans tout ce qui est
personnel dans ses souffrances, dans ses blessures ou dans celles des autres. Donc, il y a toujours quelque chose de personnel quand on écrit un roman. Et donc, il y a cette peur du regard de la famille. Moi, je l'ai eu quand je me suis lancée. Alors, moi, j'en ai pas parlé à ma famille. C'est bien simple. J'ai arrêté Dell. Moi, je travaillais chez Dell. J'ai arrêté Dell. J'en ai pas parlé. Je me suis inscrite au cours Florent. J'en ai parlé qu'une fois que j'étais inscrite parce que je savais que j'allais avoir la réflexion. De la part de ta mère? De la part de tes frères, je sais pas. De mon père. De ton père. Mon frère, non. Mon frère était super content. Mon père m'a dit, t'as fait tout ça pour ça? T'as fait une école de commerce, bac+5. T'as eu une carrière chez Dell, t'es monté. Enfin, moi, à 30 ans, j'étais manager. Je gérais tout le pôle Internet, toute la partie marketing Internet de Dell au niveau IMIA. Il m'a dit, c'est pas possible, quoi. Et je savais que j'aurais ça. Et si, c'est possible. Si, c'est possible, parce que j'ai jamais été autant heureuse que depuis que je l'ai fait. Donc c'est cette peur. Et puis, alors, la peur de ça et la peur d'être bonne dans ce qu'on fait. Enfin, le syndrome de l'imposteur, mais je l'ai encore maintenant. Ça veut dire quoi, la peur d'être bonne? La peur de briller, c'est ça? Non, c'est la peur de ne pas réussir. Ah, la peur d'être pas bonne, tu veux dire? D'être pas bonne, pardon. Non, parce il y a aussi quelque chose qui s'appelle la peur de briller, la peur de se mettre trop en avant. Non. De ne pas être bonne. Oui, pardon. De ne pas être assez bonne dans ce que je fais. Le syndrome de l'imposteur. Ok, je vais écrire mon roman, mais franchement, je ne sais pas écrire. Qui je suis? Moi, tous les gens qui viennent nous voir, c'est... Alors, nous, on a des grands auteurs. Tu sais, tu as fait la masterclass. On a Eric Emmanuel Schmitt, Bernard Werber, Douglas Kennedy. Nous, ce qu'on a voulu, c'est mettre le génie en fait, de ces auteurs à la portée de tous. À aucun moment, on a imaginé, quand on a créé The Artist Academy, que les gens ne viendraient pas, enfin, une partie des gens, parce qu'on a quand même 50 000 membres aujourd'hui, mais une partie des gens ne viendraient pas parce qu'ils ne s'en sentent pas légitimes par rapport à ces auteurs-là. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais qui je suis pour aller prendre un cours avec Eric Emmanuel Schmitt? C'est tout l'inverse de ce qu'on a voulu faire. Même s'inscrire à un cours en ligne. C'est trop. C'est trop. Et en fait, c'est tout l'inverse. Nous, on a voulu prendre les meilleurs parce qu'en plus, tous nos auteurs commencent leur classe, leur cours, en disant, mais bien sûr que vous êtes légitimes. Et bien sûr que eux se sentaient pas légitimes quand ils se sont lancés. Parce que tout le monde est dans ce cas-là. Enfin, il y a une infime partie, tu disais, la peur d'être trop bonne ou j'en sais rien, mais il y a une infime partie qui sont en surconfiance. Moi, j'en connais des gens qui sont en surconfiance. Mais c'est quoi, 5%? Donc, tout le monde manque de légitimité. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de ne pas être à la hauteur. Et donc ça, c'est dingue parce que jamais on a pu penser qu'on aurait ce frein-là. Non, c'est fait pour tout le monde. Et justement, c'est fait pour débloquer ça. Les formations avec accompagnement qu'on propose sur l'écriture, là, qui durent 12 mois, le premier mois, il est sur « tu vas te sentir auteur ». Ce n'est pas possible autrement parce qu'on a fait l'accompagnement pour ça. Tu vas prendre la posture d'auteur. Parce que tu es un auteur. Si tu en rêves, si tu as une histoire à raconter, c'est que forcément, tu es aligné avec ton cœur. Aligné avec son cœur, ça veut dire que tu es légitime. C'est quand tu n'es pas aligné que tu n'es pas légitime. Donc, il y a un énorme travail sur la légitimité. Et je trouve que pour revenir à la ménopause ou aux 50 ans ou tout ça, c'est le moment de se lancer. Il ne faut plus attendre. Alors, je parle aux femmes, c'est les hommes aussi, mais nous, en l'occurrence, sur l'écriture, on a beaucoup de femmes. Et moi, je leur dis, vous venez chez nous, pas chez nous, je veux dire, des ateliers d'écriture, il y en a, voilà. Mais faites-le, quoi. Juste faites-le. C'est pas possible d'entendre tous les ans le même frein, parce qu'en fait, on s'impose tellement, on a tellement de croyances limitantes qu'on se raconte toujours la même histoire. Oui, mais dans mon éducation, oui, mais les femmes. Pareil pour la ménopause. La ménopause, oui, mais à la ménopause, on grossit. Bah non, la preuve que non, on peut ne pas grossir. Oui, mais à la ménopause, on a les bouffées de chaleur. Bah oui, mais on peut. Enfin, il y a maintenant des compléments alimentaires. La question du traitement hormonal, c'est un gros sujet aussi. Toi, tu le prends ou pas alors? Alors, moi, je le prends pas. Mais alors, c'est à chaque fois que je fais une ostéodensitométrie, j'ai le droit à presque une engueulade de la radiologue qui est aussi gynéco, qui me dit « Je ne comprends pas que vous ne la preniez pas. Je ne comprends pas. Vous vieillissez à vite. » Parce que la première fois que j'ai fait l'ostéo, j'arrive jamais à le dire. Oui, densitométrie. Elle est revenue catastrophée. T'avais quel âge? J'avais 40
38 ans. Et c'était déjà un problème. Hein, mais Il faut vraiment que j'y aille. catastrophe. Mais non, justement, parce qu'en fait, elle est revenue totalement catastrophée. Elle m'a dit, c'est pas possible, vous avez un corps de 70 ans, mais vous pouvez pas, il faut absolument prendre un traitement hormonal, il faut absolument que vous marchiez 1 heure par jour, et il faut que vous preniez du calcium, et tout, et tout, et tout. Je suis ressortie de là, pareil, 2e fois, hein, je sors d'une naturopathe, j'étais en pleurs, je sors de la radio, j'étais en pleurs, je me suis dit, mais genre, c'est pas possible, un corps de 70 ans, le choc, quoi. Mais on vous met ça dans la tête, en fait. Donc, je suis allée voir ma copine qui est rhumatologue, je lui ai filé les radios, elle me dit, mais non, mais non, mais non, oui, tu as un peu d'ostéoporose, oui, bien sûr, tu en as, mais c'est pas un corps de 70 ans. Donc, je vais te filer du calcium, tu vas prendre du fromage le matin, tu vas changer ton alimentation et surtout, tu vas te calmer parce que on nous fait peur. Bah, moi, je trouve qu'on n'a pas assez fait peur à ma mère et c'est pour ça que moi, je fais tout ça aussi. C'est que elle a eu 3 fractures du dos entre 75 et 80 ans. Mais 3, hein, 3 À fois. cause de... Mais pour rien, hein. Genre, une fois, elle range la maison. Une fois, elle porte un sac dehors avec moi, on va se balader. Et une fois, elle refait une marche parce c'était après le Covid et elle s'est flingué les poumons pendant le Covid. Et donc, il fallait qu'elle fasse de la marche dehors. Sauf que ça se refait une 3e fracture du dos. Alors moi, je suis pour avertir, et c'est pour ça que je fais. Sinon, je serais pas venue faire le podcast. Mais il faut juste être. Alors c'est difficile, hein. Mais le problème, c'est que ça, la graine, elle est une fois qu'elle est dans la pomme, elle est dans la pomme. Donc en fait, le fait de le savoir peut créer aussi le souci. Tu vois ce que je veux dire? Faut juste prendre les infos, faire le nécessaire, mais pas se dire que c'est une fatalité en fait. C'est pas une fatalité de grossir à la ménopause, c'est pas une fatalité. Enfin, tous les effets secondaires, on n'est pas obligé de les avoir. Et puis, il y a aussi des effets secondaires qui sont peut-être liés au vieillissement et pas à la ménopause. Voilà. C'est juste qu'il faut être au courant, conscient, je pense. Ça, c'est super important d'être conscient de son corps, d'écouter son corps, mais pas de focaliser. Donc, moi, j'ai eu cette radiologue qui m'a fait très peur sur le traitement hormonal. Mais en fait, je sens que mon corps n'est pas capable de l'intégrer. Le traitement hormonal. Et la preuve en est, c'est que je l'ai essayé du coup au bout de 4 ans, à force de l'entendre dire. Ouais. On m'a dit prends-le, parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui prouvent que sur le dosage qu'on propose en France par rapport aux États-Unis, il est tellement faiblement dosé qu'il n'y a pas de risque de cancer du sein, très faiblement. C'est-à-dire pas sur les 5 premières années de traitement déjà. Alors, de toute façon, on le recommande sur 5 ans. Actuellement, la Haute Autorité de Santé le recommande sur 5 ans. Mais pas le GMV, je précise, parce qu'il y a aussi des sociétés savantes qui sont plus en avance. Donc moi j'avais entendu dire sur 5 ans. Elle m'a fait lire des études, effectivement, qui prouvent que le traitement hormonal n'accélère pas le risque de cancer du sein. Donc, elle m'avait rassurée là-dessus et je me suis dit, OK, je le prends. Mais alors, j'ai fait un eczéma sur le sein gauche au bout de 3 jours du traitement. Mais tu ne le mettais pas sur le sein, mais non. La crème, tu la mettais sur le bras. Mais oui, enfin, je le mettais là et je le mettais à l'intérieur. Et je suis allée voir mon médecin généraliste et elle m'a dit, mais c'est pas le traitement. Mais je lui ai dit forcément que c'est le traitement, puisque en fait... C'est la peur du traitement. Ben voilà. En fait, c'est la peur du traitement. Et donc, je me suis dit, OK, je ne prendrai pas de traitement parce que j'ai pris ma pilule jusqu'à l'âge de 48 ans, jusqu'à temps que je sache que j'étais préménopausée. Et en fait, c'était un tel soulagement de l'enlever que je ne veux plus de traitement hormonal. Je n'en veux plus. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste que j'en veux plus. Moi, j'ai fait un super épisode avec Brigitte Letombe, qui est médecin, qui est justement au GMV, la Société savante sur le vieillissement et la ménopause, des gynécologues. Et elle a dit, mais il faut arrêter de dire que la pilule et les hormones du traitement hormonal de la ménopause, c'est pareil. Parce que non, la pilule, elle envoie une information au cerveau pour leurrer le cerveau sur la réalité de l'ovulation, pas l'ovulation, etc. C'est quelque chose qui est suppressif, alors que les oestrogènes, c'est simplement un complément d'œstrogène qu'on donne au corps pour qu'il retrouve le niveau d'œstrogène qu'il avait juste avant. C'est rien d'autre. Et on complémente avec des oestrogènes qui sont identiques à ceux qu'on a dans le corps. Donc là-dessus, elle a un discours qui dit « Ok, c'est le même mot, c'est hormone. Ok, t'as pas été contente de prendre la pilule, soit, mais il faut pas considérer que c'est la même chose. » Et moi, elle m'a totalement rassurée là-dessus, sur ce discours-là. Et moi aussi, j'ai fait un rejet de la pilule, enfin un rejet pas physique, hein, mais simplement j'ai décidé que j'arrêtais de la prendre. Il y a maintenant 5 ans, et j'ai plus de contraception, et ça me va très bien comme ça, je tombe pas enceinte. Et ça me fait un bien fou de ne pas avoir la pilule. Effectivement, j'ai l'impression dans ce que tu dis, c'est que tu t'es imposé la pilule trop longtemps, c'était plus ce qu'il te fallait sur la fin et tu l'as prise quand même. C'était plus ce qu'il me fallait. Ouais. Mais tu as raison dans le sens où je pense que c'est encore une peur du traitement.
Je pense que je suis pas encore rassurée. Peut-être qu'elle devrait l'appeler autrement. J'ai 2 grands-mères qui ont eu un cancer du sein. J'ai ma mère qui s'en sort là, qui a eu un cancer du sein très tardif. Elle avait 80 ans, donc qui est sous traitement hormonal. Et c'est vrai que c'est toujours un sujet, le traitement hormonal. Donc, moi, j'ai cette peur qui est depuis très longtemps de me dire: «Bah, et les hormones, forcément, je suis à risque sur un cancer du sein et forcément, dans ma tête, je me suis dit: "Le traitement hormonal, va, accélérer"». Mais là, c'est marrant parce que j'étais vraiment prête, hein. J'étais prête à le faire, je m'étais conditionnée, je me suis dit: «Allez, c'est bon, rassure-toi, tu as lu les études et tout». Et boum, je me tape un eczéma, mais pas le petit eczéma, je veux dire même le dermato, j'ai envoyé la photo, me dit: «Je sais pas ce que c'est». C'est des plaques, mais partout, quoi. J'ai arrêté le traitement, ça s'est arrêté. Et je pense qu'il y a beaucoup, quand même beaucoup de, enfin, on dit le corps et l'esprit, hein, mais beaucoup de psychosomatique, hein. Et je pense aussi que la ménopause, même s'il faut en parler, il faut pas focaliser parce que ça peut être aussi psychosomatique, je pense. Il faut pas parler que des symptômes. C'est-à-dire que c'est un risque de se retrouver à n'avoir que comme porte d'entrée dans le sujet de la ménopause, le sujet des symptômes, qui finalement, comme tu l'as dit très bien, peuvent être une aide. Une aide pour changer sa vie. C'est une aide pour changer sa vie quand on a mal quelque part, de toute façon, en principe, quand on a quelque chose dans le corps, c'est une aide normalement pour changer sa vie. Moi, je crois beaucoup en ça et aujourd'hui, si vous regardez le dictionnaire des maladies, vous verrez que chaque maladie ou chaque mot, qu'on a, du mal de dents à la tendinite, sont liés à un problème, soit une blessure qu'on n'a pas réglée, soit un problème, qui vient d'arriver dans notre vie et qu'on doit régler. Je pense que c'est finalement un bon moment pour se poser les bonnes questions. Voilà. Et puis les symptômes, finalement, enfin, toute notre vie, on a des choses, hein. Je veux dire, les règles, c'était pas mieux, hein. On avait mal au ventre, on avait oui, on a, mais c'est un peu comme, quand on prend un médicament et qu'on a tous les effets secondaires, hein. Donc oui, la ménopause, il y a plein de trucs qui arrivent. Oui, il y a vraiment, enfin, moi, je sais que je fais des insomnies, je sais pas si c'est la ménopause ou pas, mais très souvent, je fais des insomnies. Bon, bah, c'est comme ça, je me dis pas, la vie s'arrête, quoi. Ce qui est vrai, c'est que je m'écoute beaucoup plus. Parce que mon corps m'amène à ce que je m'écoute beaucoup plus. Alors, je pense qu'au final, c'est quand même un bien. Avant, j'allais au-delà de la fatigue. Là, je m'écoute. Si je suis fatiguée et que j'avais, prévu de sortir, je vais peut-être pas sortir. Je vais peut-être moins courir. Tu te respectes plus. Je me respecte plus, ouais. Parce que je récupère pas comme avant et que je trouve que c'est bien aussi de s'écouter, quoi. Je voudrais revenir sur un des symptômes que tu avais cité, c'est celui de la sécheresse vaginale et du coup, ça me permet de faire le lien avec ton mari. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça ensemble? L'un des effets de la ménopause, en tout cas chez moi, ça a été la perte de la libido totale. C'est-à-dire que je suis passée de tout à rien. Chose que moi, je savais pas ce que c'était, en fait, le rien. Il y a des femmes qui ont pas de libido toute leur vie. Enfin, moi, j'en connais, j'ai des copines, voilà, elles ont pas cette envie, donc elles se «forcent» entre guillemets. Moi, j'avais pas ça, donc je me suis posé la question, franchement, je me suis posé la question de vivre sans sexualité, parce que finalement, je vivais très bien vu que j'avais plus d'envie. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Bah, on s'éloigne au bout d'un moment, non, quand on vit comme ça? Je sais Bah, non, pas. mais c'est surtout que vous avez un mari qui est pas du tout en phase. D'accord, pas d'accord. Pas d'accord. Là, il a dit pas d'accord du tout. Et on s'est fâchés parce que il m'a poussé à un moment donné à prendre le traitement pour ça. Et je lui ai dit non, moi je vais pas bousiller mon corps pour ça. C'est là où le respect je m'étais tellement pas respectée pendant des années sur plein de sujets que là j'ai dit non, stop en fait, stop, parce que c'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Bah, si je veux pas grossir, je grossis pas. Et si je veux pas prendre de traitement hormonal, je ne prends pas de traitement hormonal. C'est un peu le côté rebelle qui arrive, quoi. Mais par contre, c'est un sujet. Donc, je l'ai travaillé autrement. Là, je fais du développement personnel pour retrouver ça, mais plus à travers le désir, le plaisir, que vraiment un traitement qui va rebooster les hormones. Là, ça va mieux. Je retrouve le plaisir. Je fais les choses un peu différemment. C'est moins forcé. Je sais pas comment expliquer. Je suis plus dans le psychologique, Dans la sensualité? Dans dans la les sensualité. caresses? Ouais. Oui, et puis pas le côté un mari qui était très. Enfin, c'était quasiment tout le temps, quoi. Fallait. Donc non, c'est juste quand on a envie, quand on le sent, voilà, un peu plus respecter, en fait. Moi, je dois le respecter aussi parce qu'il a des envies, mais moi aussi me respecter dans la sexualité.
sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, je l'ai pas réglé par un traitement. Je suis plus allée voir un coach. Je me suis posé la question d'un sexologue à un moment donné. Mais là, c'est plus un coach en développement personnel que je vois qui me ramène à enlever en fait plein de couches, de blessures, etc., qui finalement règlent le problème de la sexualité, de la féminité, des chakras qui d'un seul coup se referment, voilà. Et qui te permet d'être plus ouverte à ton Et mari. qui permet là maintenant d'être plus ouverte. Ouais. Du coup, vous arrivez à trouver un terrain d'entente. Ouais. Bon, non, c'est plus un sujet. Mais en fait, pour le coup, on n'en parle plus, quoi, parce que c'était quand même un gros sujet. Mais c'est plus comme avant. Enfin, c'est pas la sexualité que vous aviez avant. Ou Alors, si c'est plus autant qu'avant, Ouais. mais c'est. Vous savez pas modifier le. Ça n'a pas modifié le la. script, je vais dire. Non, ça n'a pas modifié le script. Mais c'est moins dans la quantité et moins dans la pression. Je vivais une pression, quoi. Alors, ça me dérangeait moins avant, mais là, ça me pesait. Donc, on a beaucoup parlé autour de ça. Et moi, je l'ai travaillé pareil en coaching pour retrouver le plaisir, mais mon plaisir et pas forcément faire plaisir à l'autre. Et il y a aussi ça dans la sexualité. C'est qu'à un moment donné, moi, je faisais aussi plaisir à l'autre, quoi. Et tu t'es sortie de ça. Ouais. Et ça, franchement, je pense que la ménopause aussi. Mais ça vient avec, je me respecte, hein. Ça vient avec ça. Ça vient avec, stop, quoi. Enfin, je suis une femme qui a des besoins ou plus de besoins sur certaines choses et je dois, en même temps que, évidemment, pas foutre en l'air mon couple, je dois aussi respecter, quoi. Respecter mon corps, ma fatigue, peut-être les symptômes de la ménopause, enfin, respecter ce qui m'arrive, en fait. Et avec bienveillance. Surtout avec bienveillance. C'est ça le plus dur, en fait. Le plus dur, c'est pas dire, oh là là, moi, je suis plus comme avant. Ouais, j'ai ça. C'est sûr, je vais divorcer parce que va trouver une maîtresse parce que moi, je ferai plus parce que je suis plus performante. Enfin, j'en sais rien. Le truc où on se dit, bon, je suis foutue, mais je suis plus la femme de 30, 35 ans. Je pense qu'il faut accueillir les choses comme elles, enfin, avec bienveillance et se dire, mais ça, en fait, ça apporte autre chose. Ça apporte plus de sérénité, plus de dialogue, plus d'aller travailler d'autres choses en profondeur, plus de respect, ça fait du bien. J'ai l'impression que ça vous a rapproché beaucoup, en fait. Ça nous a rapprochés, oui. Ça amène le dialogue, hein. Par contre, il faut dialoguer, hein. Et ça, vous l'avez fait à deux ou vous avez eu besoin d'un. À deux. Enfin, moi, j'ai fait. T'as fait ton travail seul, mais moi, j'ai fait mon travail un thérapeute de couple pour non, tout ça. J'ai failli. Et en fait, je me suis dit, finalement, c'est peut-être aussi mon sujet pour l'instant. Et je suis allée voir un coach pour ma fille. En l'occurrence, c'est surtout ma fille qui m'a poussée à me poser aussi des questions. Et finalement, le coaching a été pas du tout sur ma fille, mais sur moi. Et tous ces sujets de respect de soi, est venu sur la table, quoi. Et donc, évidemment, j'en ai parlé à mon mari pour le coup, j'ai un mari qui est très, très à l'écoute. Il faut aussi écouter ses besoins à lui, hein. Pas faire comme s'il n'existait pas non plus, hein. C'est pas ce que je dis, mais il faut trouver un terrain d'entente, quoi. Je trouve que c'est un très beau message d'espoir que tu dis là, de possibilités sans recours aux hormones, qui est quand même une solution, ou à la testostérone, qui est également une excellente solution. Quand on a un problème qui est vraiment sur la libido et pas sur l'entente du couple, parce que ça n'a jamais été un sujet entre vous, Non. D'arriver quand même à le soigner, en fait. Simplement par la parole, par tout ce que vous avez réussi à mettre en place, qui vous a fait vous retrouver sur un nouveau terrain d'entente qui est le vôtre, qui fonctionne à nouveau. Oui, alors je pense quand même qu'il y est pour beaucoup parce que j'ai un mari qui est à l'écoute, hein. Quelqu'un qui n'est pas à l'écoute, je ne sais pas si j'y serais arrivée. Enfin, c'est vraiment, le travail se fait à deux, quoi. Moi, je parle beaucoup avec mes auditrices, en plus de ce que je fais en interview formelle, hein. Et j'ai déjà eu des femmes qui m'ont dit ouais, mon mari, c'est mon meilleur ami aujourd'hui. Et on dit tout quand on dit ça, qu'elles n'ont plus la possibilité d'être dans une relation physique et qu'elles n'ont pas trouvé ce que tu viens de décrire pour arriver à la remettre en route. Donc, il y a des choses à faire. Non, il y a des choses à faire. Tu as parlé des compléments alimentaires. Est-ce qu'il y en a certains qui sont aussi aphrodisiaques? Qu'est-ce que tu prends? Alors moi, rien. Enfin, oui, on m'a dit le gingembre, etc. Enfin, après, il y a des compléments alimentaires, je crois, qui remplacent un peu les oestrogènes. J'ai pas pris. Là, je me pose la question de prendre, mais j'ai pas pris encore, justement pour pallier au traitement hormonal que j'ai pas supporté, de voir s'il y a pas un traitement en complément alimentaire. Mais finalement, là, je trouve que le coaching que j'ai fait et que je fais encore d'ailleurs, hein, je pense que je vais pas arrêter finalement. Je vais continuer parce qu'il y a toujours des sujets à travailler, m'aide beaucoup
Donc, je vais peut-être pas avoir forcément besoin, quoi. Et après, moi, j'ai des copines qui, pour le coup, sont allées voir un sexologue en couple. Et ça a aidé. Ou j'ai aussi un couple qui est allé vers le tantrisme. C'est-à-dire, c'est aussi le moyen pour un couple peut-être d'essayer autre chose. Ouais, c'est très fréquent. En fait, c'est ça. C'est peut-être qu'on peut changer 2-3 choses. Et en tout cas, essayer. Il faut avoir un dialogue dans le couple très libre, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. L'andropause aussi, ça peut mener au tantrisme. J'avais interviewé Anne-Cécile Michelet qui parlait beaucoup de ça dans un autre épisode. Ouais, moi, j'ai pas testé, mais pourquoi pas. Moi, j'ai un ami qui l'a fait, un ami homme. Hein. Il a quoi, 50 ans maintenant. Il s'attendait pas du tout à ça, en fait. Il a découvert une sensualité qu'il ne soupçonnait pas, voilà, une sexualité un peu différente. Ouais. Donc, je pense que non, il y a de l'espoir, il y a des moyens. Il faut se remettre en question, en fait. Il faut pouvoir se dire, ok, c'est pour ça que je disais, c'est pas une fatalité, en fait. Il faut pas tomber dans le côté, bah, ok, c'est la ménopause, c'est comme ça. Bah oui, effectivement, il y a des changements, c'est comme ça, mais il y a quand même des façons d'évoluer, de changer. On n'est pas obligé de rester avec ces symptômes, quoi. C'est tout le sujet. C'est pour ça que je dis que les effets secondaires, il faut les avoir en tête, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui empêche d'évoluer ou de vivre ou tout ça. Moi, il y a le sujet du vieillissement qui est quand même dans ma tête, mais je veux dire, je suis hyper épanouie, je fais plein de choses, quoi. Je suis libérée sur tellement de choses aujourd'hui que je faisais pas à 30 ans. Du kitesurf ? Je fais du kitesurf, je m'autorise à travailler au Brésil 3 mois de l'année, je m'autorise à dire non, je disais pas non avant. Enfin, il y a plein de trucs où si j'ai envie de faire quelque chose, je vais faire en sorte d'essayer d'y arriver. Ça, je m'autorisais pas, quoi. Donc c'est un bon moment. Moi, je pense qu'il faut le prendre comme quelque chose de beau, quoi. Et pas le truc qui se tombe dessus et qui va devenir un enfer, quoi. Parce que si on le vit comme ça, bah, ça va devenir un enfer, forcément. Puis alors là, on n'a pas fini parce que pour le coup, on reviendra pas en arrière. Malheureusement, on reviendra pas en arrière. À propos de revenir en arrière, on est passé très vite sur un sujet. Pourquoi tu fais pas d'injection ? Alors, je suis phobique des piqûres. Alors, il y a ça, et il y a le fait que chez beaucoup de copines, je trouve qu'elles étaient plus belles avant. Donc, ça me fait hésiter. Ah, tu trouves que c'est raté ? C'est méchant de dire raté. C'est pas le mot que je voulais dire. Non, c'est pas raté, mais en fait, elles ont démarré par des petites injections, elles ont terminé, et en fait, elles sont dans l'engrenage. Moi, j'ai peur de l'engrenage parce que je me dis, effectivement, on corrige un truc, forcément, on va voir le truc qui n'est pas corrigé. D'un seul coup, il va sauter aux yeux. J'ai pas envie de tomber dans l'engrenage, ni financièrement, parce que j'ai plein d'autres projets, et ni physiquement, parce qu'au bout d'un moment, ça se voit, quoi. Et puis la phobie des piqûres que j'ai pas encore réglée. Ouais. Donc, tout ça fait que pour l'instant, j'y suis pas. Mais voilà, je prends du collagène. Le collagène marin, c'est ça ? Ouais. Franchement, je sais pas si ça fait quelque chose. Hein. Ça fait quelque chose pour les articulations à l'intérieur. Ok, c'est déjà ça à l'intérieur. Mais à l'extérieur, franchement, je pourrais pas dire que j'ai vu un gros changement. Peut-être que ça a ralenti, mais j'ai pas vu une grosse transformation, non. Donc je sais pas, peut-être que je le ferai, j'en sais rien. Mais l'engrenage, c'est quand même compliqué. Hein. J'ai un exemple, j'ai une petite ride ici, là, quand je souris. Sous le nez. Sous le nez, que jamais je n'avais vu. C'est un truc de dingue. Et ça, c'est l'opération des yeux ? Pas du tout. Je l'avais pas vu. Non, en fait, c'est une opération des lèvres. Là, que non, je vais bien grave. C'est à cause de l'opération des yeux que tu l'as vu. Pardon, c'est ça que je voulais dire. Non, c'est pire que ça. Je l'avais pas vu. Et j'ai un ami qui me dit, Marjorie, il y a un truc que j'adore chez toi. Moi, je me suis dit, mes yeux, les trucs qu'on me sort d'habitude. Bon, pas du tout. Il me dit, c'est la petite ride quand tu souris qui est là. Et je me suis dit, j'ai une petite ride quand je souris. Et là, je vois toutes les photos. Et toutes les photos, maintenant, je ne vois plus que ma ride. C'est horrible. Parce que autant lui, c'était gentil, il trouve ça mignon, autant moi, je déteste. Et donc maintenant, quand je me fais prendre en photo, je pense qu'à ça. C'est bien parce qu'on met le doigt dessus qu'on se focalise. C'est incroyable, c'est des trucs d'adolescence, ces complexes-là. C'est fou que tu me dises ça. Bah ouais, c'est fou. Et je lui en veux, il le sait. Je lui ai dit, mais il me dit, mais tu peux pas t'imaginer, pour moi, c'est super mignon. Et je lui ai dit, mais pour moi, je l'avais pas vu, quoi. Pourquoi tu me mets le nez sur quelque chose que je n'avais pas vu chez moi ? Je pense que la chirurgie esthétique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on répare un truc parce qu'on l'a vu. Et qu'en fait, comme c'est réparé d'un côté, j'en sais rien, du coup, il y a le reste qui déconne, quoi. Forcément.
Et un autre engrenage possible pour toi, c'est celui des cheveux. Tu as choisi de garder ta rousseur. Eh bien non, je suis une fausse rousse. Tu n'as jamais été rousse en vrai? Par contre, c'était un rêve que j'avais depuis très, très, très longtemps. C'est pas vrai? Ouais. C'est drôle. C'était quoi ta Ah couleur non, je suis naturelle? rousse depuis... tiens, c'est une bonne question. Je me demande si c'est pas... Alors, je pense que ça n'a rien à voir, quoique j'en sais rien, en fait. Mais je pense que c'est 48 ans. Non, moi, je suis brune. Et je rêvais d'être rousse. Donc, je l'ai fait. Voilà. Encore un truc que j'ai fait. Mais ça m'a mis... ça a pris 5 ans avant que je me décide. Et tu vas continuer à te teindre les cheveux? Ah, c'est le côté teinture. Non, Parce qu'il y a les deux, beaucoup de femmes qui se disent... Ouais, effectivement, j'ai entendu beaucoup de femmes qui se disent j'en ai marre des teintures, je veux revenir à ma couleur naturelle. Moi, non. Moi, je m'aime bien en rousse. Ouais, alors j'ai trouvé ma personnalité comme ça. Donc, pour l'instant, non. Puis je vois moins... Les cheveux blancs, je les vois quand la teinture commence à plus faire effet. Enfin, les racines, quoi. Mm. C'est le seul moment où je vois mes cheveux blancs parce que sinon, je les vois pas. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. On a fait un super bel épisode ensemble. Super. Moi, j'ai aimé beaucoup ta sincérité sur ta vie amoureuse et comment vous avez trouvé les solutions ensemble avec ton mari. Je trouve que c'est un très beau message d'espoir. Bon, tant mieux. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur ta fille Luna et comment tu t'es pris en pleine tête je veux être la mère parfaite. Et on n'est jamais la mère parfaite. Et c'est tellement dur. Ça nous replace toutes face à ce qu'on essaye de faire bien pour nos enfants. Mon Dieu, faut être humble. Ouais. Voilà, moi j'ai vraiment. Ouais. Enfin, ça c'est le plus difficile avec les enfants. Le mari encore on peut gérer, mais les enfants c'est dans nos tripes. Moi, si j'ai une leçon que j'ai retenue là, c'est qu'il faut que je lâche en fait. Et j'ai même un psy qui, au bout de 5 ans, m'a dit vous faites plus de mal que de bien en voulant la mettre. Enfin, moi, je courais après les médecins. J'ai tout fait, l'hypnose. J'ai tout testé pour ma fille en fait, pour qu'elle s'en sorte. Elle a développé énormément de TOC, etc. Et en fait, je faisais l'inverse de ce qu'il fallait faire. Mais il a fallu que quelqu'un me le dise. Et là, là, c'est votre monde qui s'effondre. Et il faut lâcher. Il faut lâcher parce que vous n'êtes pas responsable de votre enfant, en fait. Enfin, vous êtes responsable. Vous devez l'amener le plus loin possible. Mais après, c'est sa vie, en fait. Et c'est sa vie, mon Dieu, waouh, ça c'est super dur à intégrer. Hein. Comment ça, je ne peux pas l'aider? C'est pas possible, en fait. Je suis sa mère, je peux forcément l'aider. Ah non, je peux pas l'aider. Grosse claque. Grosse claque. Voilà, ça c'est un autre sujet, les enfants. Je pourrais faire un autre podcast. Hein. Je crois que j'ai tout fait pendant 6 ans pour ma fille. Voilà. Non, ce qui est formidable pour ma fille, c'est qu'il y a 15 jours, elle m'a dit, comme ça, alors qu'elle parle, enfin, elle a fait une phobie sociale, elle parlait très très peu, pendant 2 ans, elle est restée dans sa chambre, etc. Et là, elle est venue dans mon monde, c'est-à-dire dans le salon, un espace où elle vient très peu partager avec nous. Il faut que j'aille dans sa chambre, où elle m'a dit, tu sais, maman, là, je suis toujours pas prête à me soigner. Par contre, de te voir faire là le coaching à ton âge, j'ai bien aimé le à ton âge, me dit, mais en fait, je sais qu'un jour, je le ferai, j'aurai le déclic. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, c'est l'exemple qu'on donne et pas forcément ce qu'on dit ou ce qu'on pousse. C'est juste, il faut faire. C'est les actes qui comptent. C'est les actes et d'être aligné avec moi. Elle a vu que je le faisais pour moi parce qu'à un moment donné, j'en avais besoin. Et donc, elle se dit, si elle le fait, c'est que c'est possible de le faire, quoi. Alors qu'avant, je disais, il faut que tu le fasses pour toi. Donc, le premier message, c'est de prendre soin de soi. Le premier message, c'est de prendre soin de soi et que de toute façon, le fait de le faire, on donne exemple aux autres. Et pareil pour le mari. Hein. Le mari, si il a peur qu'on réalise ses rêves, le jour où on le fait, il se dit, pourquoi pas moi, quoi. Finalement, moi aussi, je peux faire des choses. Et ça épanouit tout le monde, en fait. Ouais, ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris là, il n'y a pas très longtemps. Hein. Faut pas être dans le sacrifice, en fait. Non, jamais. Mais d'ailleurs, les gens que vous admirez, c'est les gens qui font. Hein. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, les femmes que j'admire, alors je dis les femmes ou les hommes, mais moi, je suis très admiratrice des femmes. C'est pas dans ce qu'elles disent, hein, c'est de les voir bouger, évoluer, changer. C'est ça, hein. C'est le truc, je l'ai fait, quoi. Ouais, moi, je l'ai fait. C'est pas dans les paroles, quoi. Moi, je l'ai fait. Merci beaucoup, Marjorie. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est mon espace caché pour penser au calme. Vous trouverez le lien dans le descriptif.
Et puis aussi, j'adorerais que vous veniez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se parle sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est comme vous préférez. J'ai hâte de vous entendre. À très vite.